maternité. Tout est énigme chez la femme. Mais cette énigme a un mot. Ce mot, c'est maternité. Pour la femme, l'homme est un moyen. La fin, c'est toujours l'enfant. Paternité. Vénérer la maternité. Le père n'est jamais qu'un hasard. Gisèle Halimi, fin de son aventure. Je plaidais parce que ça me semblait aller dans le sens de mon accomplissement. Je faisais comme les autres, et jusqu'au bout. La plaisanterie d'ailleurs au palais de justice était toujours la même. Gisèle a décidé d'accoucher à l'audience. Le matin de mon accouchement, je m'étais présenté comme d'habitude à la barre du tribunal, et j'avais plaidé. C'est seulement vers 3 ou 4 heures de l'après-midi que je suis entré en clinique. J'ai accouché dans la nuit. Là encore, j'avais refusé toute cette préparation qui consiste à se dire, à partir du 8e mois, tous les matins, je vais accoucher, je vais accoucher. Donc, je ne peux plus rien entreprendre, j'attends, je n'ai plus que ça à faire, attends. La passivité, l'inertie, l'attente, tous les trucs sont bons pour mettre à l'écart une femme quand elle se trouve engagée dans une lutte. L'ai-je entendu dans votre état, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Et toujours avec le ton évangélique de ceux qui peuvent tout supporter, sauf que l'on dérange leur schéma, les idées reçues. Eh bien moi, je pouvais. Je l'avais décidé. L'accouchement devait être un jour comme les autres, après celui de la conception. Il fallait tout faire sauf attendre dans la passivité. Il fallait continuer à vivre pour donner la vie. Il ne pouvait pas y avoir de coupure. Je dois dire que c'est dans la plus grande joie que j'ai eu mon premier fils. À cause des événements, les autorités militaires avaient établi un couvre-feu rigoureux. J'ai donc accouché seul, tard dans la nuit. J'ai beaucoup souffert, beaucoup hurlé. Je n'avais appris aucune méthode de préparation à ce qui devait être une chose naturelle, l'aboutissement physique et psychologique normal d'une grossesse désirée. On m'a accouché au forceps. Cette épreuve m'a épuisé. J'avais dans la tête tout ce que devait être l'accouchement. Ma mère m'avait abondamment décrit les douleurs, ce que j'avais appelé par la suite le tremblement de terre dans les reins. Elle m'avait dit aussi qu'on oubliait. Mais si elle parlait d'oubli pour raconter l'épreuve, c'est que c'était vraiment épouvantable. Pendant un moment, cet accouchement éprouvant a été pour moi l'ombre du tableau. Et finalement, on oublie. C'est vrai. Enfin, pas tout à fait. Quand j'ai voulu avoir mon deuxième enfant, j'étais fermement déterminé à réussir non seulement ma grossesse, mais aussi mon accouchement. Et je dois dire qu'il s'est beaucoup mieux passé que le premier. Grâce au balbutiement de cette méthode de l'accouchement sans douleur, que je m'étais mise un petit peu à étudier. Et mon deuxième fils est né dans d'excellentes conditions. Pour mon troisième, je crois avoir accouché en bavardant. Je me souviens très bien des réactions du tribunal quand je m'avançais à la barre. Avec mes 20 ans, je les intriguais, on me toisait de haut en bas, sans hostilité d'ailleurs, le charme de la jeunesse. On m'accueillait avec un sourire amusé, l'œil des magistrats devenait vague quand je commençais à plaider, leur pensée aussi. Qu'est-ce que cette jeune femme peut bien faire ici à parler de choses qui ne sont ni de son âge, ni de son sexe? Tel est à peu près le climat. Éprouvant au point que pendant un moment, je me suis ingénié par le vêtement, par la coiffure, à me vieillir, à m'enlaidir, pour leur faire oublier que j'étais une femme, pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils me prennent au sérieux. Au début de chaque plaidoirie, je comptais 10 minutes, un quart d'heure, consacrés uniquement à forcer l'attention des juges. 10 minutes, un quart d'heure perdus parce que j'étais une femme et que je voulais, à la barre, n'être qu'une avocate. Mes adversaires utilisaient très souvent contre moi le fait que j'étais une femme. Pour mes confrères masculins, trop souvent, les avocates sont avant tout des femmes qui s'essaient à des jeux d'hommes. Or, je ne voulais pas être une femme qui plaide.
mais une avocate. Comme on dit, un avocat et non un homme qui plaide. Pour le faire admettre, j'ai dû prendre quelques colères très saines. Succès, échec, tout était prétexte à nous ramener à notre dimension inférieure de femme. Si je gagnais une affaire, il m'arrivait d'entendre mon adversaire expliquer à son client en rien égrillard: qu'est-ce que vous voulez, elle est jeune, elle a du charme, elle est plaisante. Contre la séduction, nous, pauvres hommes, nous sommes bien un peu de choses. Et quand il gagnait, c'est une femme. Comment voulez-vous qu'elle comprenne quoi que ce soit à cette interprétation de jurisprudence? Elle a été dépassée. Un jour, lors d'un procès, mon adversaire a été pris au dépourvu par un argument coup de poing, découvert dans un arrêt récent. Il devait l'ignorer. Désagréablement surpris, arborant cependant un sourire de commande, il se tourna vers moi. Je voudrais dire devant cette jeunesse, ce charme... Il n'a jamais pu terminer sa phrase. J'ai littéralement explosé. Nous sommes tous des avocats, au même titre. Nous parlons du même droit. Nous traitons les mêmes dossiers. Nous avons les mêmes privilèges et les mêmes obligations. Alors utiliser l'argument du jeune et charmant confrère, c'est tout simplement déloyal. Et de plus, c'est avouer sa propre incapacité ou le peu de sérieux de sa démonstration. Bien sûr, cela avait jeté un certain froid. Les juges souriaient, gênés, sans très bien comprendre. Pour eux, mon confrère avait été plutôt gentil, galant même. Je devais me méprendre. Me méprendre. Il me suffisait d'entendre mon adversaire tenter d'expliquer à son client que son procès était perdu et gagné par une femme. Plus que son talent d'avocat, c'est son honneur d'homme qu'il sentait menacé. Il tentait alors de se ménager une porte de sortie honorable. Les femmes ont des arguments, on ne sait jamais comment les prendre. Je n'aurais pas dû aménager. Voilà où menait la galanterie.